Jungle. Aujourd'hui, là, le but de cet entretien, c'est de vous donner les clés pour faire le recouvrement vous-même. Donc, je vais insister plus lourdement sur le fait que votre recouvrement, il est internalisé, c'est vous qui vous en occupez. Donc, vous avez 30 jours, entre 30 et 60 jours pour effectuer vous-même votre recouvrement. La première chose à effectuer quand vous arrivez à ce moment-là, c'est demander à votre comptable ou expert comptable s'il est extérieur, vous lui demandez d'éditer une balance AG. Une balance AG, alors, monsieur le photographe, une balance AG, si tu peux nous montrer la balance. Voilà, une balance AG, c'est relativement simple. Alors, on ne voit pas très bien, mais vous allez reprendre en fait votre encours client. En colonne, vous aurez tous vos clients avec un solde, avec un nombre en bas. Et ensuite, vous allez l'éditer soit par mois, comme ça, par mois d'échéance, hein, c'est par mois d'échéance. Vous aurez en fait votre encours qui sera réparti par mois d'échéance. Il va vous prendre, bien sûr, bon là, l'exemple n'est pas bon, mais on pourrait imaginer que vous avez des facteurs qui sont en retard, voilà, si, c'est bon. Avril 2013, vous aurez en fait votre encours qui sera réparti par mois d'échéance. Vous pouvez aussi le répartir autrement par segment, c'est-à-dire vous allez prendre les non échus. Bon, on ne va pas s'intéresser aux non échus puisque ce n'est pas le sujet. Ensuite, vous allez prendre échu entre 1 et 90 jours, échu entre 90 et 180 jours, échu entre 180 et 360, au-delà de 360 jours. Donc l'intérêt pour vous, en le répartissant de cette façon, vous allez pouvoir regarder, il faut que j'intervienne d'abord sur les créances qui sont les plus vieilles. Vous allez prendre le segment plus d'1 an, plus de 6 mois et plus de 90 jours. Et c'est sur cela que vous devez en fait mener une opération coup de poing. Vous allez sortir cette liste de créances et vous allez sortir tous les dossiers. Ce qui expliquait tout à l'heure Joël, il vous faut impérativement que vous ayez dans vos dossiers pour chaque débiteur le bon de commande, s'il y en a un devis, si vous avez fait un devis, ou éventuellement un email, en tout cas tous les éléments qui permettent de justifier votre créance. C'est-à-dire qu'il faut, en gros, il faut que vous fassiez l'état de vos forces avant d'entamer une procédure. Donc vous allez récupérer ces éléments et bien sûr la copie de la facture, ça c'est juste indispensable. Et à partir de là, donc une fois que vous avez édité votre balance AG, vous avez préparé vos petits dossiers, et vous allez lancer votre relance. Pour faire votre relance, c'est extrêmement simple. Vous n'avez besoin de rien d'autre si ce n'est un téléphone. La relance, elle se fait uniquement par téléphone. Pourquoi le téléphone? Alors le téléphone, tout le monde en a un sur son bureau. C'est extrêmement efficace et c'est extrêmement rapide. Il n'est pas nécessaire de penser à éditer du courrier. Voilà. Dans un premier temps, vous allez simplement prendre votre téléphone, vous-même ou un de vos collaborateurs, et vous allez passer un coup de fil à votre débiteur. Bonjour, est-ce que vous avez reçu ma facture? Est-elle comptabilisée? À quelle date je peux espérer le règlement? Le but de cet appel est d'identifier le motif du blocage. Dans un premier temps, vous n'avez que ça à faire. Si vous avez en face de vous le comptable, le décideur, le dirigeant de l'entreprise, il est en mesure de vous dire si cette facture, elle est bonne à payer ou si elle est contestée ou s'il y a un problème. C'est vraiment le but de l'appel téléphonique. Imaginez que vous fassiez un courrier. Déjà, il va falloir que vous fassiez le courrier, le rédiger, l'imprimer, le mettre sous pli, l'envoyer. Alors une fois que vous avez fait tout ça, bon, en général, vous avez été interrompu 2 fois, 3 fois, vous avez tant bien que mal réussi à envoyer votre courrier dans la journée. Il est parti. Maintenant, vous attendez qu'ils vous répondent. Vous savez comment ils font les comptables quand ils reçoivent une lettre de relance? Je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Comment vous faites quand vous recevez une lettre de relance par la poste? À la poubelle, d'accord, merci Joël. Sur le côté. Nadia, pareil, d'accord. Malik, comment? T'as quoi? J'ai pas entendu. D'accord, mais quand tu reçois un courrier de relance, qu'est-ce que tu en fais? D'accord. Laurence, comment vous faites quand vous recevez un... D'accord, ben voilà. Donc très clairement, vous voyez, on a 5-6 experts comptables, ils sont clairs et unanimes. Un courrier de relance, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Par contre, vous prenez votre téléphone, vous appelez le comptable.
attendez, je dis un courrier de relance, je vois Maître Guérémy qui fait la moue, un courrier de relance émis par l'entreprise, il ne sert à rien. Effectivement, si vous recevez un courrier de relance en recommandé ou même sans recommander avec l'entête d'un cabinet d'avocats ou d'un huissier ou d'une agence de recouvrement, la donne elle change un petit peu. On est bien d'accord? Parce qu'en général, quand c'est un courrier qui devient un peu officiel, d'un tiers en plus que le créancier, en général on se dit oula, là ils sont un peu énervés, ils veulent se faire payer. En général les comptables ils font ah bon, celui-là je vais le mettre en haut de la pile, je vais peut-être en parler au patron, faut peut-être qu'on paye parce que si on doit payer des intérêts de retard, c'est pour ça qu'effectivement Sophie vous avez raison de faire la tête. Alors le courrier de relance, alors c'est très simple hein. On l'oublie, vous prenez votre téléphone, vous appelez l'expert comptable. Bonjour, j'ai une facture en attente de recouvrement. Vous pouvez me dire si elle est comptabilisée chez vous? Les comptables, bon, ils sont pas, c'est pas une population toujours très joyeuse, mais ce sont des gens très pointilleux. Ils vont vous donner tout un tas de raisons. Vous, la seule réponse que vous attendez, c'est oui, elle va être payée. À quelle date? Tant qu'ils ne vous ont pas donné cette réponse, vous allez leur poser des questions pour savoir exactement où est cette facture dans le circuit. C'est là que c'est à ce moment-là qu'il faut être tenace. Il ne faut pas laisser passer et vous avez en fait tous les arguments de votre côté. Vous avez vendu une prestation, vous l'avez exécutée correctement. Hein, c'est qu'un postulat de départ, hein, il n'y a pas de litige. Vous l'avez exécuté correctement, vous avez délivré vous avez livré le produit, vous avez tout fait correctement et vous n'êtes pas payé. C'est quand même injuste, c'est la double peine. Vous avez travaillé, vous êtes payé, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous insistez pour avoir le statut de votre facture. Et bon, là, on part sur les motifs de non-paiement. Alors, là, ils vont vous sortir tout un tas d'arguments. Non, ça, on a déjà vu. Voilà. En général, le premier motif de non-paiement qui revient le plus souvent, c'est le litige. Ils vont vous parler de litige. Alors, litige commercial. Oui, non, ça ne correspond pas à ce qu'on a demandé. Litige tarifaire, non, le tarif que vous avez facturé ne correspond pas. Litige administratif, oui, cette facture on l'a reçue, mais il manque une mention. Vous savez, nous, pour payer, il faut que vous mettiez le bon de commande en haut à gauche, sinon on ne peut pas le traiter. Ah, vous dites, vraiment, là, on est dans l'épaisseur du trait. C'est vraiment chipoter pour chipoter, ça ne va pas. Écoutez, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je le mette en haut à gauche? D'accord, très bien. À 12 cm, ok, pas de problème. Vous reprenez votre facture, vous le modifiez, vous le renvoyez aussitôt par mail. Je parle encore sous contrôle des experts comptables, commissaires aux comptes. Aujourd'hui, quand on vous envoie une facture par mail, est-ce que vous l'acceptez? Vous pouvez la comptabiliser? Oui, aujourd'hui on peut. Parce que vous allez voir, il y a certains comptables qui vont dire non, non, il faut que vous me l'envoyez par courrier. Courrier, mais pourquoi par courrier? Il veut encore gagner quoi? 3 jours, 4 jours? Ça sent pas bon en général quand ils veulent gagner du temps comme ça. C'est que bon, ils ont la trésorerie doit vraiment être très tendue. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est vous dire écoutez, aujourd'hui je vous l'envoie par mail, vous faites un beau fichier PDF, vous lui envoyez, il imprime, il peut la comptabiliser. S'il a l'argent, dans l'après-midi, il peut vous déclencher votre règlement. Aujourd'hui, avec les virements CEPA, vous êtes le lendemain, les sous sont sur votre compte. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours, 4 jours, une semaine. Il faut être extrêmement factuel. Vous refaites la facture selon ses demandes, vous lui renvoyez. Si c'est un litige tarifaire, vous ressortez votre contrat, vous regardez, non, j'ai facturé correctement, vous lui renvoyez en disant non, tout est correct. Si c'est un litige commercial, écoutez, non, ça tout est OK. Vous indiquez un simple mail, vous dites non, pour moi tout est OK, j'attends mon règlement. Voilà. Vous contournez en fait à chaque fois les obstacles. Et par contre, moi je vous invite plutôt, au moment où vous l'avez au téléphone, ne vous embêtez pas. Si vous sentez que c'est la mauvaise foi, que les choses ne sont pas claires, vous lui indiquez simplement. Si vous avez des problèmes de trésorerie, on peut en parler, moi je suis ouvert à aménager le mode de paiement de votre créance. Voilà, vous lui proposez d'emblée un échéancier. Quand vous proposez un échéancier, prenez soin de demander en fait un règlement en 3 fois maximum contre remise de 3 chèques immédiatement. D'accord? Il vous remet 3 chèques et en contrepartie, vous lui faites vous acceptez l'échéancier. Pourquoi il doit vous remettre les 3 chèques d'emblée? Parce que ça vous évitera tous les mois de courir encore après votre chèque.
Parce que si vous ne faites pas ça, tous les mois, vous êtes obligé de retourner. Ah, j'ai pas reçu mon chèque, où on en est, voilà. Alors que là, si vous remettez 3 chèques d'emblée, vous êtes plutôt serein. Il y a d'autres motifs de non-paiement. Voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a un problème de trésorerie. Le client a disparu ou le client refuse de payer tout simplement. Alors, quand il refuse de payer, après, c'est à vous d'ajuster. Soit il refuse de payer et il dit il n'a pas de motif valable. L'étape d'après, vous envoyez une mise en demeure. La mise en demeure, à partir de la mise en demeure, c'est-à-dire que c'est la dernière étape avant toute procédure judiciaire. Donc, vous envoyez la mise en demeure. Une fois que vous envoyez la mise en demeure, soit vous avez des équipes en interne pour assurer vous-même la procédure judiciaire, ou vous pouvez le faire vous-même. Vous faites une injonction de payer, ça vaut 60 €. Vous allez au greffe du tribunal de commerce le plus proche et vous déposez une requête en injonction de payer. Voilà, c'est assez rapide. Après la mise en demeure, c'est la requête en injonction de payer. Alors maintenant, pour aller vraiment au fond du problème, sachez que si vous décidez vous-même de faire votre recouvrement en interne, il va falloir en fait vous accorder du temps en fonction du volume que vous avez. Si vous avez 4-5 factures, on va dire 4-5 factures, vous allez les relancer tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le premier contact. Une fois que vous avez obtenu le premier contact, toutes les semaines, il faut que vous relanciez si vous n'avez pas obtenu votre règlement. Ça demande une certaine récurrence. Alors quand vous commencez à avoir des volumes plus importants, il va falloir que vous ayez soit une personne vraiment dédiée uniquement à ça, ou vous externalisez comme on a vu tout à l'heure. Alors maintenant, je vais quand même prendre un peu de temps, parce que c'est quand même important, pour vous expliquer aussi l'intérêt à externaliser. Et je prends pour appui le cas de l'agence Credit Manager Service, dont je suis le représentant. Les motifs pour lesquels les sociétés reviennent vers CMS le plus souvent pour externaliser, c'est souvent, il y a deux cas. Hein. Deux cas où on a affaire à des sociétés de taille importante qui ont un volume de factures important par mois. Face à ce volume de factures, ils ne peuvent pas le traiter en interne parce que ils n'ont pas la ressource et le volume n'est pas suffisant finalement pour pouvoir mettre une ressource à temps complet. Donc à ce moment-là, ils préfèrent passer par une externalisation. Donc eux, ils continuent à émettre leurs factures. Une fois qu'ils émettent leurs factures, nos outils vont s'interfacer avec leur comptabilité. On récupère les créances en temps réel, hein, c'est-à-dire tous les jours. Et à partir de là, un gestionnaire est dédié, il va faire le recouvrement, c'est-à-dire va rappeler les débiteurs en marque blanche. C'est-à-dire, on ne va pas se présenter au nom de l'agence, mais au nom de notre client, donc du créancier. Donc le débiteur, à aucun moment, il ne saura qu'il a affaire à une agence de recouvrement. C'est important parce que du coup, ça inscrit vraiment notre action de recouvrement dans un processus amiable. Et ça nous laisse surtout par derrière l'opportunité, lorsque le délai de paiement se rallonge, de pouvoir sortir la casquette agence de recouvrement et encore avoir un levier complémentaire pour obtenir le règlement. Alors comment on fonctionne sur cette partie-là? Donc amiable, c'est relativement simple, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. On passe des appels, ils sont fréquents, on identifie le comptable, le bon interlocuteur, et c'est cette personne-là qu'on va relancer. On ne va pas relancer les donneurs d'ordre, parce que ça peut brouiller la relation commerciale. Notre seul interlocuteur, c'est vraiment le comptable, uniquement le comptable. Ensuite, si la phase amiable échoue, donc la phase amiable, ça va de la pré-relance, c'est-à-dire qu'on fait les relances avant échéance jusqu'au paiement, jusqu'à la date d'échéance. Si la date d'échéance, on n'a toujours pas été payé, on va se laisser passer 2-3 semaines pour obtenir le règlement. Si à l'amiable on ne l'obtient pas, là on va passer en phase pré-contentieuse. Donc c'est relativement simple. On va envoyer une mise en demeure en général. Soit on envoie une mise en demeure au nom du cabinet et en fonction des montants, de la particularité du débiteur, on peut choisir d'envoyer une mise en demeure avec papier en tête de notre avocat. Parce qu'il y a certains quand même, aujourd'hui on va dire globalement tous les débiteurs sont bien aguerris aux méthodes de recouvrement et ils sont un peu devenus experts. Donc certains sont totalement imperméables à l'action. Si vous envoyez une mise en demeure au nom de votre société, malheureusement ils vont le mettre de côté. Si vous envoyez une mise en demeure au nom d'une agence de recouvrement, on va dire il y a une réaction.
légère, parce que bon, vous allez avoir le taux de paiement qui va augmenter. Vous envoyez une mise en demeure au nom d'un avocat, le taux de réponse augmente, huissier aussi il augmente, mais uniquement sur une catégorie de débiteurs qui sont les particuliers. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est que quand vous êtes face à un débiteur qui est une société, on n'utilise pas les mêmes méthodes que face à un débiteur qui est un particulier. C'est ça c'est vraiment, ça c'est une donnée qu'il faut retenir. Et voilà, comme me disait notre conseil, il m'expliquait on n'attrape pas des mouches avec un bazooka. Voilà, c'est important parce que si vous voulez sortir la grosse artillerie sur un particulier, souvent ça sert à rien. Une sommation par voie d'huissier peut être suffisant. On n'a peut-être pas besoin tout de suite de lui envoyer la mise en demeure formelle d'un avocat parce que bon, souvent c'est pas nécessaire. Voilà, donc première étape dont je vous disais, on fait le recouvrement amiable, ça échoue, on passe à phase précontentieuse, mise en demeure, et ensuite si ça ne fonctionne toujours pas, à ce moment-là, on va passer à une phase contentieuse qu'on traite en interne, hein, effectivement, où selon la particularité du dossier, on va passer par notre conseil, toujours qui examine les dossiers et qui nous fait les meilleures recommandations pour qu'on puisse avancer. Voilà. Alors je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. Ensuite, ça c'est le premier motif pour lequel les sociétés viennent vers notre agence pour externaliser. C'est vraiment ce point-là. Ils ont un besoin, mais le besoin n'est pas suffisant pour avoir une personne en interne en ressources. Le second motif pour lequel ils viennent, c'est souvent des structures de taille plus petite et ils ne veulent pas brouiller leur image commerciale. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez souvent des sociétés, il y a 3, 4, 6 personnes. C'est souvent le chef d'entreprise qui prospecte, devise, vend et s'assure de la livraison. Et derrière, il est embêté d'appeler son client pour lui réclamer encore des sous. Donc souvent, il externalise son recouvrement justement pour ne pas brouiller son image commerciale. Voilà, donc nous, on a quand même pas mal de sociétés qui viennent vers nous pour externaliser l'intégralité de leur portefeuille client. Même pour des volumétries de factures pas très élevées. On a une société ils ont une volumétrie de factures, ils sont à 250 factures par mois sur plusieurs sociétés. Et on a des PME qui viennent vers nous pour nous confier 10 factures par mois. Voilà, parce qu'il ne veut pas brouiller cette image commerciale. Et on a aussi, de l'autre côté, on a l'artisan, le plombier du coin, qui lui est toujours dans sa camionnette et sur ses chantiers. Il fait ses factures une fois par mois et il nous les confie en disant écoutez, j'aime autant que vous en occupiez parce que moi j'ai pas forcément le temps de le faire parce que je suis tout le temps dans ma camionnette. Donc voilà, il nous le confie. Et ce qui est intéressant pour lui, c'est que nous on n'encaisse pas d'argent. Pour aucun de nos clients, on encaisse de l'argent finalement. Puisque ils émettent leur facture, nous on relance en marque blanche et l'intérêt pour eux, c'est qu'ils continuent à être payés directement par leur débiteur. Voilà, donc ça je vous ai donné un petit panel et à côté de cette activité, on a aussi une activité plus classique d'agence de recouvrement où effectivement on va pouvoir vous proposer d'intervenir au coup par coup, c'est-à-dire en one shot. Vous avez une facture à payer, vous n'arrivez pas à vous faire payer, vous nous la confiez et on s'en occupe. Et l'intérêt, c'est que ça ne vous coûte rien tant que vous n'avez pas été payé. C'est-à-dire, on est payé uniquement, on est rémunéré au résultat et rien de plus. Comment ? Alors, je vous en parlerai si vous passez nous voir l'étude, mais Glo. Non, mais c'est du grand classique. Hein. C'est entre 5 et 18%. Et tout dépend du montant de la créance et de son ancienneté. Plus la créance est ancienne, plus ça a demandé un effort de recouvrement. Donc on se rapproche des 18%. Mais en revanche, plus le montant est élevé, plus on va se rapprocher de 5%, puisque le but n'est pas d'avoir des honoraires confiscatoires. Merci. J'espère qu'on aura répondu à vos questions.